Bonjour, je me présente, Pascal Allary-Vézina, étudiante à la maîtrise en psychoéducation à l'UQTR sous la direction de Chantal Plourde et Joël Tremblay. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce sur quoi va porter mon mémoire. Il s'agit en fait d'une étude de l'implantation de la version initiale de sage-usage, qui est une adaptation culturelle d'Alcochois Plus pour les Premières Nations et les Inuits. Cette présentation, c'est en fait une réflexion sur le processus et les enjeux d'implantation d'un programme de bois contrôlé en milieu autochtone. Je vais placer le projet en contexte là, très rapidement. Alors, en 2017, on a un séminaire de réflexion financé par les IRSC auquel ont participé plusieurs nations autochtones, qui a permis de constater que les services en dépendance qui leur sont offerts ciblent souvent une clientèle qui présente une problématique très sévère et vise presque exclusivement l'abstinence comme idéal. Alors, on avait besoin d'une offre de services plus variée et mieux adaptée, dans le fond, à la diversité des profils de consommation. Alors, à la lumière de ces constats-là, il y a 5 nations qui se sont montrées intéressées à amorcer l'adaptation culturelle d'Alcochois Plus. En a résulté Sage-Usage ou bien Wise Choices dans sa version anglophone, qui est un programme qui a été construit vraiment en co-construction avec les représentants des Premières Nations et des Inuits membres du comité aviseur. En décembre 2019 et janvier 2020, on a eu une trentaine d'intervenants qui ont été formés à ce programme-là. Et il va y avoir d'autres formations qui sont prévues dans les prochains mois et l'implantation initiale, finalement, va se poursuivre jusqu'en 2021. Alors, il s'est reconnu dans la littérature, en fait, que la culture influence la façon dont les personnes recherchent de l'aide, la façon dont elles adoptent des comportements en lien avec la santé et la façon dont elles entrent en relation avec les services de santé ou avec les services sociaux. Alors, pour que les personnes autochtones puissent avoir accès à des services de qualité, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les programmes ils doivent être culturellement adaptés, oui, mais que les stratégies pour les implanter doivent l'être elles aussi. Alors, il y a plusieurs auteurs qui suggèrent, en fait, d'intégrer les modèles d'adaptation culturelle aux modèles d'implantation, étant donné que les deux processus, finalement, visent une adaptation mutuelle entre une pratique et un contexte. D'ailleurs, il y a des étapes communes et similaires entre les modèles d'adaptation culturelle et les modèles d'implantation. En ce qui concerne Sage-Usage, le modèle d'adaptation culturelle qui a été retenu et adapté par les chercheurs, c'est celui de Kumfer, qui est en 9 étapes. Et pour ce qui est de l'implantation, le modèle qui est en trame de fond, c'est le Quality Implementation Framework de Meyers, Durlach et Wondersman. Alors, on remarque dans le fond qu'il y a des liens entre les modèles, puis que les processus d'adaptation culturelle et d'implantation de programmes sont dynamiques et itératifs. C'est donc avec cette idée-là en tête que j'ai élaboré une proposition de modèle intégré d'implantation et d'adaptation culturelle, ce que j'ai fait en m'inspirant, dans le fond, de la démarche en cours avec Sage-Usage. C'est pas possible pour moi d'expliquer tout le modèle de manière très exhaustive, étant donné que la présentation est brève, mais de façon générale, c'est un modèle qui est inspiré des travaux de plusieurs auteurs, qui intègre les deux processus, soit adaptation culturelle et implantation, qui comporte 5 grandes phases qui correspondent, elles, aux grandes étapes à déployer. Et puis, dans la phase d'implantation, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail, on donne une importance particulière à l'évaluation continue des différents indicateurs de l'implantation. J'attire donc votre attention sur cette 4e phase qui est celle de l'implantation, qui comporte 2 étapes qui sont vraiment étroitement liées. La première, qui est identifiée par la lettre K, elle consiste à soutenir l'implantation en continu en offrant assistance technique, mentorat, supervision. Puis la deuxième, qui elle est identifiée par la lettre L, elle consiste en fait à documenter puis évaluer en continu l'état de l'implantation. Avant de vous expliquer en quoi ça consiste, ce qu'on voit ici, qui sont les résultats d'implantation, je pense que c'est important de souligner que ces 2 étapes-là, elles s'inter-influencent. C'est-à-dire que le soutien qu'on va aller offrir aux intervenants au milieu va venir influencer nos résultats d'implantation et que ce qu'on va évaluer, observer par rapport aux résultats d'implantation, va venir moduler finalement le soutien qu'on va offrir aux acteurs de l'implantation. Donc, les résultats d'implantation
qui sont illustrés ici, sont ceux qui ont été identifiés par Proctor et ses collaborateurs dans leur taxonomie. On utilise en fait le mot résultat, qui est une traduction là, de outcomes en anglais. Et il faut vraiment voir ces éléments-là comme des indicateurs dynamiques de l'état de l'implantation. Alors, l'acceptabilité, ça correspond à la perception des acteurs de l'implantation que, dans le fond, le programme, il est acceptable et satisfaisant. La pertinence, c'est la perception de ces mêmes acteurs que le programme il est compatible avec le contexte pour traiter le problème qu'il vise à résoudre. Puis la faisabilité, c'est la mesure dans laquelle c'est possible d'utiliser ou de transporter une innovation dans un contexte ou auprès d'une population spécifique. Donc, c'est trois indicateurs qui sont très proches sur le plan conceptuel, qui constituent finalement les conditions préalables à l'adoption du programme par les intervenants. L'adoption, ça consiste en fait en l'intention, la décision de déployer des efforts, de l'énergie pour mettre en œuvre la nouvelle pratique. Elle-même, elle est préalable, bien sûr, à la pénétration qui se définit, dans le fond, comme le niveau d'intégration de l'intervention dans le milieu, qui, elle, va mener à un résultat qui est à plus long terme, qu'on appelle la durabilité, qui est, dans le fond, le niveau selon lequel l'innovation, elle est institutionnalisée et maintenue dans le cadre de services. En parallèle à ça, on a les coûts différentiels d'implantation qui correspondent aux dépenses supplémentaires occasionnées par l'implantation de nouvelles pratiques. Et il y a également la fidélité, qui, on le sait, c'est le degré selon lequel la pratique elle est implantée conformément au protocole d'implantation, puis elle-même comporte 5 dimensions sur lesquelles on ne va pas s'attarder dans le cadre de la présentation actuelle. Bref, il y a plusieurs interrelations entre ces éléments-là, notamment le soutien continu permet de donner aux intervenants des outils, de les aider à trouver des solutions pour surmonter les obstacles, répondre à leurs préoccupations à l'égard du programme. Et ça a pour effet d'augmenter finalement l'acceptabilité du programme, la pertinence, la faisabilité, et qui sont tous des éléments qui contribuent à l'adoption, qui, elles, contribuent à la pénétration et éventuellement à la durabilité. Donc, considérant qu'après 5 mois d'implantation, peu d'intervenants avaient été en mesure d'offrir le programme. Là, je vous ramène à notre implantation de Saint-Usage. On a voulu savoir pourquoi. Alors, évidemment, il y avait tout ce qui entourait le confinement, mais ça aurait été un petit peu facile de tenir cette situation-là pour entièrement responsable là, des difficultés d'implantation. Alors, on avait des hypothèses qu'on pouvait relier sur le plan théorique aux résultats d'implantation dont je viens de vous parler. Alors, sur le plan de l'acceptabilité, on s'est dit, peut-être que l'approche du bois contrôlé est encore tabou dans les communautés. Sur le plan de la pertinence, on s'est dit, peut-être que cette approche-là, elle n'est pas suffisamment connue, elle n'est pas vue comme une option par les membres de la communauté. Et puis, pour ce qui est de la faisabilité, on s'est dit que peut-être notre programme, puis l'approche en général, n'était pas suffisamment maîtrisée par les intervenants pour qu'ils soient en mesure non seulement de l'utiliser, mais en plus d'en faire la promotion auprès des gens. Alors, adapter une nouvelle pratique, on le sait que ça demande du temps, de l'investissement qui va être déployé seulement si l'acceptabilité, la pertinence, la faisabilité sont présents. Donc, on s'est dit qu'on avait peut-être pas les conditions préalables à l'adoption de notre programme, puis c'est là-dessus qu'il fallait travailler. Donc, pour aller vérifier nos hypothèses, une stratégie d'implantation qui a été mise en place, c'était des consultations des milieux, dans le fond, auprès de différents groupes d'intervenants qui avaient été formés au programme. Ça nous a permis d'aller travailler nos 2 étapes de la phase d'implantation. Je vous ramène à ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans le fond, soit d'aller offrir du soutien en continu, puis d'aller évaluer l'état de l'implantation en continu. Alors, jusqu'à maintenant, on a tenu une seule consultation auprès de 3 intervenantes qui travaillent au sein de la même nation, mais dont une des intervenantes avait, elle, été en mesure d'utiliser le programme. Il y aura d'autres rencontres semblables qui vont se dérouler là, en juin et en juillet. Et c'est avec ces rencontres-là qu'on va pouvoir voir si les enjeux soulevés jusqu'à maintenant, à quel point ils sont communs à l'ensemble des milieux. Mais pour le moment, disons que les principaux obstacles que les intervenantes ont identifiés sont le recrutement des participants. Alors, elles se demandaient comment informer les gens de la communauté de l'existence du programme d'un côté, puis d'un autre côté aussi, elles se demandaient mais comment proposer le programme aux personnes qu'elles avaient ciblées comme pouvant en bénéficier. Alors ça, c'était quand même cohérent là, avec nos hypothèses de départ. Ensuite, elles nous ont parlé du profil de consommation qui, dans leur communauté, là, chez les personnes qui consultent dans les services en dépendance, souvent est très, très sévère. Puis, on a souvent une consommation de multiples substances, ce qui
qui fait en sorte que ces gens-là ne répondent pas vraiment aux critères du programme. Alors, ça nous laisse croire aussi que le fait que l'option du boire contrôlé ne soit pas connue dans les communautés, ça fait en sorte que les gens qui ont des difficultés en lien avec la consommation qui sont plus légères ou modérées n'ont pas tendance à consulter parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'il y a un service qui existe pour eux. Les intervenantes nous ont également parlé du manque de temps et des circonstances, évidemment, entourant la COVID-19, qui a ajouté là, une charge de travail qui a complexifié leur façon de travailler. Bref, intégrer une nouvelle pratique là, dans ce contexte-là, ce n'était pas nécessairement prioritaire. Alors, l'implantation d'un programme auprès des Premières Nations et des Inuits présente des défis. Puis, on veut vraiment tout mettre en œuvre pour s'assurer que sa usage soit utilisé. Ce qui ressort de cette réflexion, puis de la démarche en cours jusqu'à maintenant, c'est que les membres de la communauté doivent être au cœur de la démarche et donc impliqués à toutes les étapes du processus. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir s'assurer que le programme est véritablement adapté à leurs besoins, à leur contexte. Pour faire ça, c'est important d'offrir aux intervenants un accompagnement en continu, puisque ceux-ci sont eux-mêmes des membres de la communauté et qu'ils ont vraiment un rôle clé, en ce sens qu'ils font le pont entre la théorie et la pratique et entre la communauté et la recherche, finalement. Pour soutenir nos actions sur le terrain, c'est important de s'appuyer sur un cadre théorique pour bien comprendre ce qu'on fait et puis pourquoi on le fait. Puis c'est nécessaire de faire preuve quand même de souplesse par rapport à ça pour que les milieux puissent s'approprier le programme puis le mettre un petit peu à leur main pour que ça devienne réaliste pour eux de l'utiliser. Donc, dans cette optique-là, l'équipe de recherche va développer puis mettre en place différentes stratégies d'implantation pour faire connaître le programme, pour outiller les intervenants, pour animer le programme, mais aussi pour en faire la promotion. Et ces stratégies-là vont favoriser l'évolution de nos indicateurs dont on a parlé tout au long de la présentation, d'acceptabilité, de pertinence et de faisabilité, qui vont favoriser une adoption du programme par les intervenants, une pénétration de cette pratique-là dans le milieu et éventuellement une certaine durabilité. Alors, c'est ce qui conclut la présentation. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le programme Sage Usage, vous pouvez communiquer avec moi ou avec ma collègue Jennifer Beauregard, qui est coordonnatrice du projet. Merci beaucoup.